Roughly 1.4 million Americans are now facing day 22 of being furloughed or working without pay. And if Congress doesn't fund the government in the next several days, many will miss their first full paycheck. Times are running out for 42 million Americans who rely on SNAP benefits to feed their families. Money for the Food Assistance Program runs out next month, and WIC. Avez-vous déjà eu l'impression que rien ne peut plus contenir ceux qui sont au pouvoir, que la vérité est écrasée sous nos yeux, tandis que les institutions restent silencieuses? Beaucoup de gens s'identifient à ce sentiment. Des personnes qui, pendant longtemps, ont fait confiance au système judiciaire, à la Constitution, au principe de l'équilibre des pouvoirs, et qui voient maintenant, avec angoisse, un président ignorer purement et simplement une ordonnance expresse de la plus haute cour du pays. Il ne s'agit plus d'idéologie, ni de dispute entre la droite et la gauche. Il s'agit de l'effondrement des règles qui sous-tendent la démocratie. Mais cette vidéo s'adresse à ceux qui refusent de vivre dans un pays où la loi ne s'applique qu'à certains. Vous comprendrez ici précisément ce qui s'est passé, ce qui est en jeu. Et pourquoi c'est peut-être la dernière chance réelle d'empêcher le pouvoir de devenir absolu. Restez jusqu'à la fin, car la position du Congrès, à ce moment précis, peut déterminer si nous vivons encore dans une véritable démocratie ou si tout cela n'est plus qu'une mise en scène. Tout a commencé par une décision historique, prise par la Cour suprême tôt le matin. Selon les juges eux-mêmes, il s'agit d'un jalon important dans la défense de la Constitution, de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit. En résumé, la Cour a déterminé que le président n'avait pas le droit d'abroger des politiques publiques par le biais de décrets illégaux. En outre, elle a ordonné la réintégration dans le pays des personnes qui ont été expulsées illégalement, en violation directe des décisions judiciaires. Quelle a été la réaction de Donald Trump? Le rejet. Il a ouvertement et publiquement refusé de se conformer à la décision de la Cour suprême. Il a déclaré ne reconnaître aucune obligation d'obéir à la décision, ce qui a déclenché une crise institutionnelle sans précédent. La réponse a été immédiate. Les parlementaires démocrates, notamment Shri Thanedar, ont qualifié cette désobéissance d'atteinte directe à la Constitution, de crimes manifestes et de menaces explicites pour la République. Et ils ne se sont pas contentés de discours. Une demande formelle de destitution a déjà été déposée. La résolution H.Res 353 a été présentée à la Chambre, demandant le lancement de la procédure de destitution du président pour violation de ses responsabilités constitutionnelles. Mais qu'est-ce qui a motivé cette décision de la Cour suprême capable de provoquer un tel bouleversement politique? Pendant des mois, le gouvernement Trump a tenté de mettre en œuvre des mesures migratoires de plus en plus sévères. Déportations massives, emprisonnement sans procès, annulation de demandes d'asile légitimes. Plusieurs tribunaux inférieurs avaient déjà bloqué ces actions, les jugeant inconstitutionnelles. Mais la Maison-Blanche a insisté, jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant la plus haute instance. Et la Cour suprême a été catégorique. Trump a outrepassé les limites constitutionnelles de sa fonction. L'ordonnance judiciaire oblige le gouvernement à rétablir les protections supprimées, à restaurer les droits des immigrants concernés et, dans la mesure du possible, à rapatrier ceux qui ont été expulsés de manière irrégulière. L'ordonnance est claire, sans marge d'interprétation. Et pourtant, Trump a choisi de désobéir. Ce geste représente une attaque frontale contre l'architecture juridique des États-Unis. Dans toute démocratie fonctionnelle, les pouvoirs sont indépendants. Le Congrès crée les lois, l'exécutif les applique, et le pouvoir judiciaire garantit leur interprétation et leur respect. Lorsqu'un président refuse d'obéir à la Cour suprême, il rompt ce pacte. Il se place au-dessus de la Constitution. Et si ce comportement est toléré, n'importe quel président à l'avenir pourra faire de même. Ignorer les décisions judiciaires, étendre ses propres pouvoirs et transformer la présidence en une structure autoritaire déguisée en normalité démocratique. C'est pourquoi nous sommes à un moment décisif. L'acte de désobéissance commis par Trump n'est pas seulement une infraction institutionnelle, c'est un test décisif pour le système démocratique.
Et la manière dont le Congrès va réagir entrera dans les livres d'histoire. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple et directe. Pensez-vous aussi que nous avons franchi un point dangereux? Que ce qui se passe aujourd'hui ne s'est jamais produit auparavant? Si oui, commentez ci-dessous, je pense aussi que la limite a été franchie. Cela peut sembler insignifiant, mais ce commentaire peut ouvrir les yeux de nombreuses personnes qui pensent encore être seules dans leur indignation. Et cela fait une différence. Pour en revenir au cœur de la crise, le plus alarmant est que ce n'est pas la première fois que Trump ignore les limites des institutions. Au cours de son premier mandat, il a été accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice dans l'affaire ukrainienne. Plus tard, il a fait l'objet d'une autre procédure pour incitation à l'insurrection le 6 janvier. Dans les deux cas, le Sénat l'a acquitté. Et Trump a traité ces acquittements comme une sorte de sauf-conduit politique. Il a commencé à répéter que tout cela n'était qu'une persécution. Mais aujourd'hui, le scénario a changé. Il n'y a plus de place pour les interprétations. Il n'y a pas de version concurrente. Il y a un fait cristallin. Le président a reçu un ordre légal de la Cour suprême et a décidé, intentionnellement, de le défier en public. Des juristes de différents horizons idéologiques se sont déjà exprimés. Ils affirment qu'il n'est pas possible de relativiser ce type d'infraction. Même certains parlementaires républicains ont commencé à manifester leur mécontentement. Après tout, désobéir à une décision de la Cour suprême revient à porter atteinte à l'un des fondements de l'identité nationale américaine, le respect absolu de la légalité. À l'heure actuelle, le problème dépasse la personne de Trump. Il s'agit désormais d'une question d'intégrité institutionnelle. Si le Congrès permet à un président de défier ouvertement la Cour suprême et de rester impuni, il abandonnera le principe selon lequel personne n'est au-dessus des lois. Il transformera, dans la pratique, la Constitution en un simple élément décoratif. Et cela a des implications dangereuses. En effet, si Trump continue d'ignorer la décision judiciaire, d'autres institutions perdront leur autorité. Les décisions du pouvoir judiciaire deviendront de simples suggestions. Les lois adoptées par le Congrès pourront être ignorées, et le chef de l'exécutif gouvernera selon sa propre volonté, au lieu d'obéir à ce que prévoit la législation. Malheureusement, ce processus d'érosion institutionnelle est déjà en cours. C'est pourquoi la demande de destitution n'est pas une simple représaille politique. C'est une mesure indispensable pour protéger le fonctionnement de la démocratie. C'est le seul mécanisme dont dispose encore le Congrès pour affirmer clairement « non, personne n'est au-dessus des règles », pas même le président. Le non-respect de la Constitution doit avoir des conséquences. Et à l'heure actuelle, appliquer ces conséquences n'est pas un choix, c'est une urgence nationale. La résolution H.Res 353 indique clairement que Trump a commis des crimes de responsabilité en s'opposant à l'autorité de la Cour suprême. La commission de la justice de la Chambre a déjà entamé les démarches pour examiner l'affaire. Des audiences sont prévues dans les prochaines semaines. Si la procédure est approuvée par la Chambre, elle sera transmise au Sénat, où le soutien des 2/3 des sénateurs sera nécessaire pour que la destitution du président soit effective. À plusieurs reprises, Trump s'en est sorti grâce au soutien inconditionnel de sa base alliée. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. L'illégalité est plus évidente, l'affront est plus explicite, et plusieurs parlementaires républicains font face à des élections serrées, dans des circonscriptions où l'image du président est ternie. Soutenir Trump à ce stade peut représenter un risque politique élevé. C'est pourquoi cette procédure de destitution a de réelles chances d'aboutir. Même si elle n'aboutit pas à une destitution immédiate, la procédure elle-même nuit déjà à son image, expose ses abus et oblige les parlementaires à prendre clairement position devant l'électorat. Et c'est là que vous intervenez. En suivant cette chaîne, en recherchant des informations véridiques, vous renforcez la démocratie. Si ce contenu vous aide à comprendre l'ampleur de ce qui se passe, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. C'est gratuit, rapide, et vous soutenez ainsi une communauté qui refuse d'être trompée.
L'enjeu actuel est trop important pour être ignoré. Il faudra faire preuve de courage. Du courage de la part des représentants élus qui devront faire face aux pressions. Du courage de la part de la presse libre qui doit dénoncer les faits avec précision. Et du courage de la part de personnes comme vous qui ne resteront pas silencieuses face à l'effondrement de la démocratie. Donald Trump sait que la crise va au-delà de la question migratoire. Il comprend que s'il parvient à désobéir à la Cour suprême et à s'en sortir indemne, il créera un dangereux précédent. Un dirigeant qui peut ignorer les tribunaux peut tout ignorer. Et un pays qui tolère cela n'est plus une démocratie. C'est précisément pour cette raison que la procédure de destitution est si nécessaire. Non seulement pour ce que Trump a fait, mais aussi pour ce que cela représente pour l'avenir. S'il n'y a pas de sanctions maintenant, d'autres feront encore pire. Et peut-être que la prochaine fois, il ne sera plus temps d'empêcher la catastrophe. À l'heure actuelle, ce n'est pas seulement l'avenir d'un dirigeant politique qui est en jeu, mais l'équilibre institutionnel même des États-Unis d'Amérique. Le refus délibéré de Donald Trump de se conformer à l'ordonnance de la Cour suprême a déclenché une réaction en chaîne, qui continue de prendre de l'ampleur. Le Congrès se mobilise, les piliers de l'État sont en état d'alerte maximale, et les citoyens qui croient encore en la Constitution se demandent combien de temps reste-t-il avant que tout l'édifice démocratique ne s'effondre. Ce n'est plus une prévision apocalyptique, c'est une réalité qui s'impose aux yeux de ceux qui ont le courage de la voir. Confronté à une ordonnance directe, explicite et motivée de la plus haute juridiction du pays, le président de la République a décidé de déclarer clairement qu'il ne s'y conformerait pas. Ce n'est pas une protestation, ce n'est pas de la résistance civile. C'est une rébellion présidentielle, et cela ne s'est jamais produit auparavant. Il n'y a pas de précédent. Jamais un chef de l'exécutif n'a ignoré publiquement une décision de la Cour suprême, comme si elle était sans importance. Le geste de Trump rompt avec le fondement juridique qui soutient l'autorité du pouvoir judiciaire. Et s'il parvient à démoraliser la Cour suprême sans être tenu responsable, qu'est-ce qui empêche les gouverneurs de faire de même? Qu'est-ce qui empêche les juges de ne plus appliquer les sentences? Qu'est-ce qui empêche les citoyens ordinaires de se sentir au-dessus des règles? C'est le raisonnement dangereux qui s'installe lorsque le plus haut dirigeant donne l'exemple de l'insubordination institutionnelle. Aucun président n'est souverain. Aucune démocratie ne survit lorsque le pouvoir devient arbitraire. Si les institutions ne réagissent pas face à une violation aussi flagrante, alors nous ne vivons plus dans un état de droit. Le plus symbolique, c'est que la Cour suprême, aujourd'hui composée majoritairement de ministres alignés sur la pensée conservatrice, a voté contre Trump. Cela révèle l'ampleur de la gravité de la situation. Il ne s'agit plus d'un conflit entre partis. Il s'agit de protéger les fondements mêmes du pacte constitutionnel. Lorsque les juges qu'il a lui-même nommés se positionnent contre ces actions, c'est parce que le problème a dépassé toute frontière politique. Et lorsque le président décide malgré tout de désobéir, le seul outil qui reste au pouvoir législatif est la destitution. La machine est déjà en marche. La résolution demandant l'ouverture de la procédure a déjà été déposée. La commission juridique de la Chambre a entamé les démarches et les parlementaires le savent. Le temps presse. Chaque jour où Trump continue de défier l'autorité du pouvoir judiciaire, le tissu institutionnel se détériore davantage. Le passé de l'ancien président n'aide en rien. Depuis son premier mandat, sa tendance à attaquer les structures censées le contenir est évidente. Il a méprisé les juges, remis en question des enquêtes légitimes, tenté de manipuler des nominations et fait pression sur des membres du ministère public. Aujourd'hui, face à une ordonnance de la plus haute cour, il refuse d'obéir, sans détour, sans justification juridique, simplement parce qu'il le veut. Ses partisans les plus radicaux tentent de défendre cette position, affirmant qu'il s'agit d'une guerre contre le système. Mais même parmi les conservateurs, des signes d'usure apparaissent. Des voix dans les coulisses du Parti républicain admettent qu'il est impossible de continuer à soutenir quelqu'un qui se place au-dessus de la Constitution.
Et cette possible fracture pourrait être le point de basculement. Si une partie du groupe parlementaire républicain décide de se retirer, la procédure de destitution pourrait prendre un véritable élan. Tout dépend désormais du courage. Le Sénat est sous pression. De nombreux sénateurs savent que voter contre Trump peut signifier affronter la colère de l'électorat le plus fanatique. Mais ils comprennent également que continuer à défendre un président qui ignore la Cour suprême peut être encore plus préjudiciable, tant sur le plan institutionnel que sur le plan électoral. Beaucoup font face à des luttes électorales difficiles dans leurs États et savent que cette crise ne sera pas oubliée de sitôt. Et petit à petit, cette tension commence à se refléter en dehors des couloirs du pouvoir. La population a déjà compris qu'il ne s'agit pas d'un simple scandale, c'est une rupture, un tournant historique. Des analystes sérieux comparent déjà ce moment aux jours sombres de l'affaire du Watergate. Mais il y a une différence flagrante. Richard Nixon, même après les complots et les mensonges, a respecté la procédure judiciaire. Il a démissionné lorsqu'il a compris que le système fonctionnerait. Trump, quant à lui, agit comme s'il était intouchable, comme si aucune règle ne pouvait l'atteindre, comme si la Constitution était jetable. C'est pourquoi la procédure de destitution n'est pas une vengeance, c'est une restauration. C'est la seule voie institutionnelle possible pour rétablir le principe selon lequel personne, absolument personne, n'est au-dessus des lois. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, indigné, inquiet, essayant de comprendre l'ampleur de cette crise, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes cherchent des réponses, cherchent des informations au-delà des apparences, en dehors de la propagande officielle. Et c'est précisément pour cela que cette chaîne existe, pour faire la lumière là où il y a de l'ombre, pour montrer ce que les grands médias préfèrent atténuer. Alors, si vous pensez que ce contenu vous aide à voir plus clairement ce qui est réellement en jeu, profitez-en pour vous inscrire dès maintenant. C'est gratuit, rapide, et cela contribue à maintenir en vie une communauté qui valorise encore la vérité, la légalité et la démocratie. Toute cette crise a une origine concrète, l'immigration. L'ordonnance judiciaire ignorée par Trump oblige le gouvernement à rétablir les droits qui ont été violés. Elle met fin aux expulsions sommaires et exige des réparations pour les victimes de décisions illégales. Des personnes qui ont fui des régimes autoritaires, des conflits sanglants, des persécutions politiques, des citoyens qui avaient le droit de demander l'asile et qui ont été expulsés sans procès, sans défense, sans aucune chance. Beaucoup ont été renvoyés dans des pays où ils étaient condamnés à mort. Et la Cour suprême a reconnu que c'était une erreur brutale. Une erreur qui bafoue la législation et les principes fondamentaux de la justice américaine. C'est pourquoi elle a ordonné ramener ces personnes, réparer, dans la mesure du possible, les dommages causés. Mais Trump refuse. Il invoque un manque de ressources. Il affirme que c'est irréalisable. Il dit qu'il n'y a aucun moyen de s'y conformer. Mais la vérité est tout autre. Il ne veut pas, car pour la base idéologique qui le soutient, faire marche arrière reviendrait à trahir la rhétorique de la force. Ce serait céder à la pression des libéraux, des tribunaux, des lois. Et pour un leader qui se nourrit de l'idée d'un affrontement permanent, reculer n'est jamais une option. Ce qu'il recherche, c'est un pouvoir sans limite. Il veut décider seul qui a le droit de rester, qui doit être expulsé, qui mérite d'être protégé. Il veut exercer le pouvoir migratoire en tant que souverain, sans être freiné par des jugements, des sentences ou des principes constitutionnels. C'est pourquoi cette bataille contre la Cour suprême a pris des proportions si importantes, parce qu'elle a dépassé la question de l'immigration. Aujourd'hui, c'est le concept même de limite institutionnelle qui est en jeu, l'idéal même selon lequel personne n'est au-dessus des lois. Les conséquences sont déjà visibles. Au Congrès, les parlementaires qui se cachaient auparavant se voient désormais obligés de réagir. Devant le bâtiment de la Cour suprême, des manifestants organisent des veillées. Des groupes civils réclament le respect de la Constitution. Et dans les coulisses de Washington, les alliances commencent à se désintégrer.
une partie de l'aile modérée du Parti républicain ne montre plus le même enthousiasme à défendre Trump. Ils ne se sont pas encore publiquement désolidarisés, mais leur silence commence à en dire long. Tout indique qu'un nouveau mouvement est en train de se former. Un mouvement où la loyauté aveugle cède la place à la responsabilité institutionnelle. Et c'est dans ce nouveau contexte que la procédure de destitution prend de l'ampleur, car elle cesse d'être un simple affrontement politique pour devenir un impératif juridique. Il faut se rappeler que la destitution n'est pas une sanction partisane, c'est une protection constitutionnelle. C'est le recours prévu dans les cas où le président menace le fonctionnement normal des institutions. Et ce qu'a fait Trump en ignorant une ordonnance de la Cour suprême correspond parfaitement à ce critère. Il a manqué de respect non seulement aux magistrats, mais aussi à la Constitution dans son ensemble. Cela suffirait à lui seul à justifier son départ. Mais lorsque l'on ajoute cet acte aux innombrables abus précédents, tentatives de concentration du pouvoir, délégitimation de la presse, attaques contre les organes de contrôle, la situation devient intenable. Nous avons devant nous un président qui a franchi toutes les frontières, qui sépare un leader démocratique d'un aspirant autocrate. La réponse à ce comportement doit être ferme. Elle doit être historique, non seulement pour faire face au présent, mais aussi pour protéger l'avenir. À ce stade, toute personne qui suit attentivement les événements aux États-Unis a déjà compris que nous avons dépassé les limites de tout débat partisan. Il ne s'agit plus des démocrates contre les républicains, ni des progressistes contre les conservateurs. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont les fondements mêmes d'une république démocratique. Lorsqu'un président décide d'ignorer ouvertement une décision de la plus haute cour du pays, il défie frontalement l'autorité du pouvoir judiciaire et le fait de manière publique, provocante, et sans crainte de sanction. Ce qui s'effondre alors, ce n'est pas seulement la relation entre les pouvoirs, c'est toute la structure constitutionnelle. Car si le principal dirigeant de l'exécutif fédéral agit ainsi, qu'est-ce qui empêche les gouverneurs, les maires, les agents publics et les responsables institutionnels d'agir de la même manière ? C'est ainsi, de manière silencieuse et corrosive, que s'effondre le pacte constitutionnel. Non pas avec des chars dans les rues, mais avec l'omission des institutions face à un pouvoir qui avance sans frein. C'est pourquoi le processus actuel de destitution doit être considéré comme bien plus qu'une simple dispute politique. Il représente un effort ultime pour réaffirmer qu'il existe encore des limites, que la Constitution existe toujours, qu'il n'est peut-être pas encore trop tard, pour tenter de rétablir un certain équilibre institutionnel. À l'heure actuelle, le Congrès américain ne juge pas seulement un président. Il s'évalue lui-même, il remet en question sa propre importance historique. Il décide s'il continuera à servir la nation ou s'il restera subordonné à une personnalité qui a bafoué tous les pactes démocratiques existants. Et ce jugement a déjà commencé, non pas dans les salles du Capitole, mais dans les maisons, dans les transports, dans les conversations spontanées de citoyens perplexes. Sur les réseaux sociaux, dans les cafés, sur les places et dans les bureaux, où les gens fatigués de l'instabilité se demandent jusqu'à quand. Le sentiment d'épuisement est généralisé. Chaque semaine, un nouveau scandale, une nouvelle crise, une nouvelle ligne franchie. Mais l'épisode actuel est différent, car il touche ce que beaucoup considéraient encore comme le dernier bastion de la confiance institutionnelle, la Cour suprême. La décision ignorée par Donald Trump n'était pas une opinion, c'était un mandat constitutionnel soutenu par une jurisprudence claire. Et son refus d'obéir n'est pas seulement de l'insubordination, c'est un affront ouvert à l'état de droit. Face à cette réalité, la question qui se pose est la suivante. Où se situera la limite? Combien de temps le système supportera-t-il encore ce niveau de tension? Combien d'abus seront encore tolérés sous prétexte de pragmatisme politique? Jusqu'à quand les représentants élus continueront-ils à traiter cette escalade autoritaire comme s'il s'agissait simplement d'une manœuvre de plus dans le jeu? La vérité nue est que plus le temps passe, plus le coût est élevé. Chaque minute d'omission érode encore davantage la confiance populaire.
Elle détériore le respect des institutions. Elle sape la foi dans l'égalité des règles pour tous. Et si la destitution est à nouveau abandonnée, si les membres du Congrès cèdent une fois de plus à la peur de perdre le soutien électoral, le message sera dévastateur. Le président est au-dessus des lois. Il peut ignorer la Cour suprême fédérale sans aucune conséquence. Et avec cela, l'idée de frein et contrepoids se dissout dans la fiction. Pour une nation qui s'est toujours présentée comme un symbole de liberté et de justice, c'est l'effondrement symbolique de son propre récit. C'est la signature d'une capitulation institutionnelle. Et le monde entier observe. Les dirigeants autoritaires, les régimes oppressifs et les démocraties fragiles sont attentifs. Car ils savent que si même les États-Unis se plient à un président qui défie le pouvoir judiciaire, alors n'importe qui d'autre peut faire de même. L'autorité internationale américaine est également remise en question. Car un pays qui ne parvient pas à garantir le respect de ses lois les plus fondamentales perd le droit moral d'exiger l'intégrité des autres. Le refus de Trump d'obéir à l'ordre de la Cour suprême n'est pas seulement une violation interne, c'est une atteinte à la réputation mondiale des États-Unis. Cela ternit leur image, sape leurs alliances, affaiblit leur position dans les accords et traités internationaux. Et cela affaiblit le discours qui, pendant des décennies, a soutenu l'idée que les États-Unis étaient les défenseurs de la légalité et de l'ordre institutionnel. À ceux qui tentent encore de minimiser la gravité de la crise en invoquant des divergences politiques, il faut rappeler que la destitution n'est pas un outil partisan. C'est un instrument constitutionnel. Elle a été insérée dans la structure de la République précisément pour faire face à des situations comme celle-ci. Lorsque le titulaire de la présidence trahit les fondements de sa fonction, lorsqu'il rompt les engagements qu'il a juré de défendre, la destitution cesse d'être un choix politique. Elle devient une exigence morale, juridique et historique. Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Lorsque les portes du Congrès seront verrouillées, lorsque les magistrats seront persécutés, lorsque les élections seront annulées. La frontière a déjà été franchie. Le mépris de la Cour suprême a marqué ce tournant, un point de non-retour. Et les parlementaires le savent. Ils sont conscients qu'il n'y a aucun moyen de justifier une omission à ce moment précis, devant l'histoire. En tant que société, nous avons également une responsabilité. Nous ne pouvons pas traiter cela comme une crise parmi d'autres. Nous devons parler, nous devons agir, partager, débattre, faire pression. Car pour rester vivante, la démocratie exige la participation. Elle exige la vigilance. C'est pourquoi je vous invite, si ce contenu vous aide à comprendre la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés, s'il vous interpelle, s'il vous touche, inscrivez-vous dès maintenant. Cela renforce cette voix, élargit la portée de ce message et renforce l'existence d'un public qui apprécie encore la vérité. Et plus encore, laissez ici votre commentaire. Dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, parce que votre voix peut être le souffle dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. C'est le moment. Chaque geste compte. Et quand nous regarderons en arrière, nous devrons avoir la conscience tranquille de ne pas être restés silencieux, d'avoir fait ce que nous pouvions. La destitution de Trump, si elle est approuvée, ne sera pas la panacée, mais ce sera un pas en avant. Une réponse claire. Ça suffit, institutionnel. Une affirmation qu'il y a encore de la dignité dans le processus démocratique. Un avertissement à ceux qui tentent de renverser l'ordre. La Constitution respire encore. La justice résiste encore. Mais si le processus est mis en veilleuse, étouffé ou ignoré, alors nous aurons franchi le gouffre. Ce sera la fin du principe de l'égalité universelle, la fin de la crédibilité du Congrès, la fin de l'illusion que nous vivons encore dans une véritable démocratie, et le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de la survie institutionnelle. Il s'agit de défendre ce que nous voulons laisser en héritage. C'est l'occasion de dire, avec fermeté, que nous n'acceptons pas d'être gouvernés par ceux qui bafouent la Constitution,
que nous ne tolérons pas la désobéissance à la plus haute juridiction du pays, que nous n'acceptons pas de voir l'état de droit transformé en instrument de convenance. C'est la ligne à ne pas franchir, la limite de la décence, la dernière tranchée. Et si elle tombe, qu'elle tombe debout, avec courage, avec conscience, avec résistance, et avec la certitude que nous nous sommes battus jusqu'au bout. Car si la Cour suprême est ignorée, tout le reste s'effondre. La démocratie devient un spectacle, la Constitution, un accessoire symbolique, et le peuple, une simple statistique. Mais tant qu'il y a une voix, il y a de l'espoir. Tant qu'il y aura débat, il y aura lumière. Et cet espace existe pour cela, pour maintenir cette lumière allumée, pour préserver la force de la parole, pour défendre ce qui nous reste de justice. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de la situation. Alors, partagez ce message, diffusez cette information, car aujourd'hui, plus que jamais, la vérité est notre seule arme. Et chaque personne qui s'éveille devient partie intégrante de la résistance.